Salut les gens, salut les viewers, salut la famille. Je surveille en même temps mon petit curseur du son pour pas que ça soit que ça grésille, mais que vous entendiez bien quand même. Aujourd'hui, je pars sur une série d'histoires vraies, une série d'histoires qui concerne des gens qui ont vécu des phénomènes paranormaux, des phénomènes surnaturels. Et là, on va parler d'un journaliste. Son histoire s'appelle Le Scoop. Restez jusqu'à la fin, c'est ouf. Si vous aimez ce genre d'histoire, des histoires des gens qui ont vécu des choses vraiment intenses, choses réelles avec des fantômes ou des phénomènes surnaturels en tout cas, des histoires vraies, n'hésitez pas à liker la vidéo évidemment, ou à disliker si vous aimez pas. Mais vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout partagez-la si vous aimez bien, partagez, histoire que tout le monde puisse en profiter, et plus ce sera partagé, plus elle sera propagée. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps. C'est l'histoire d'un journaliste. Sa vidéo, son histoire s'appelle Scoop. Restez jusqu'à la fin. C'est ouf. Le journaliste s'appelle Didier Demangeon. Donc, Didier Demangeon est assis devant sa machine à écrire. Une magnifique page blanche est engagée dans le chariot de la machine. Dehors, une petite pluie tombe sur le Havre, car cette histoire se passe au Havre. Maintenant, à vous flanquer le cafard. Le téléphone sonne. Didier laisse la sonnerie envahir l'appartement. Il n'est pas pressé de répondre car il sait déjà qui l'appelle et pourquoi. Enfin, il décroche le combiné. Démangeons, j'écoute. Ah, c'est toi Didier, ici Nathalie. Tu devines pourquoi je t'appelle? Oui, je sais. Le père Raguet s'impatiente et attend ma copie. Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai rien à lui fournir. J'ai beau attendre l'arrivée de tous les bateaux, pas le moindre écho qui justifie que je noircisse les pages. Écoute, il faut que tu nous envoies 100 lignes au moins, en boucle demain soir. Trouve n'importe quoi, mais écris quelque chose d'intéressant. Raguet est furieux et tu risques de te faire virer si tu réponds pas. Il est marrant, Raguet, je vais pas inventer n'importe quoi. En ce moment, c'est le calme plat. Rien de rien, pas d'assassinat, pas de vol, pas de vedette. Il pleut, un point, c'est tout. Débrouille-toi. Je suis certaine que tu vas nous téléphoner un truc sensationnel. Voilà Raguet qui arrive, je raccroche. Bise. Demangeon repose le combiné. Il commence à me les briser, le père Raguet. S'il se passe rien, il se passe rien. Le journaliste enfile son imperméable, met son feutre un peu en arrière et sort à la recherche de sensationnel. Et quand 2 heures plus tard il revient chez lui, la situation n'a pas évolué d'un centimètre. Calme plat sur toute la ligne. Et à Paris, le père Raguet, rédacteur en chef, attend toujours ses 100 lignes de sensationnel. La carrière de Didier Demangeon risque d'être compromise. Moi, tu veux de la copie, eh ben tu vas en avoir. Aux petits oignons, allons-y mon vieux Raguet. Didier se met devant sa machine et commence à taper avec 2 doigts comme tout bon journaliste qui se respecte. Le Havre, 15 mars 1937. De notre correspondant Didier Demangeon. À l'arrivée du ville de Havre, matin, donc un bateau, 2 passagers ont débarqué, arrivant tout droit du Canada. Nous les avons rencontrés au bar du Select et l'histoire qu'ils nous ont racontée prouve que l'aventure est encore possible en plein XXe siècle. Nos 2 voyageurs nous ont demandé de respecter leur anonymat, mais laissons-leur la parole. Jean maintenant accélère le rythme. La petite sonnerie qui marque le retour du chariot trouble seul le silence de la chambre. Quand Demangeon a terminé ses 100 lignes, il relit la copie, corrige 1 ou 2 formules. Il supprime également des répétitions et estime qu'il est temps de transmettre par téléphone son article sensationnel à la direction de l'hebdomadaire et au père Raguet qui l'attendent à Paris. Ah, tu veux du sensationnel? Je vais t'en faire du sensationnel. L'article sort dans le numéro suivant. Dans la rubrique « Ce monde est incroyable ». Pas un mot n'y a été changé. Raguet, le rédacteur en chef, téléphone à Demangeon pour lui dire « Superbe cette histoire de chercheur d'or.
Vous voyez, mon petit démangeant, il suffit de s'accrocher et on trouve toujours de quoi faire de la bonne copie. Il faut me suivre cette affaire. Ça me semble passionnant. Démangeant répond. Oui, patron. Je vais essayer d'en savoir davantage. Je vous tiens au courant. Elle est bien bonne, celle-là. Démangeant a strictement tout inventé dans son histoire. Deux jeunes chercheurs d'or reviennent du Canada. Là-bas, dans les profondeurs glacées du Yukon, ils ont un jour découvert un squelette au pied d'une falaise. Auprès du squelette, quelques objets. Au doigt du squelette, une chevalière. Les deux explorateurs ont réussi à se hisser jusqu'en haut de la falaise, et après quelques kilomètres dans la neige, ils ont trouvé une cabane abandonnée. Cette cabane devait être le camp de base du malheureux dont ils ont découvert les restes. Dans la cabane, des sacs de quartz aurifères indiquent que le disparu était chercheur d'or. Les deux garçons réalisèrent qu'ils sont au centre d'un placé. Ils se rentrent à Whitehorse, la ville la plus proche, et se renseignent. On leur dit que personne n'a déposé de demande pour cette concession concernant ce territoire. Ils remettent au shérif la chevalière trouvée sur le squelette, et ils en profitent pour faire une demande de concession en leur nom propre. Aujourd'hui, après 2 ans d'exploitation, ils reviennent en France, histoire de se refaire une santé. Démangeant peut être content de lui. Il vient d'inventer une histoire digne des meilleurs romans feuilletons. De toute manière, dans 2 jours, les lecteurs auront tout oublié et personne n'y pensera plus. C'est là que Démangeant se trompe lourdement. 2 mois plus tard, le téléphone sonne, c'est Démangeant. Allô, c'est vous, mon petit Didier? Ici Raguet. Dites donc, il y a du nouveau pour votre histoire. Nous venons de recevoir une lettre d'une certaine Mathilde de Ferrières. Elle a lu votre reportage et elle est persuadée que les 2 prospecteurs que vous avez rencontrés ont découvert le squelette de son frère. Il est parti il y a 5 ans pour le Yukon pour y chercher de l'or et il n'a plus jamais donné de nouvelles. Il faudrait demander au shérif de Whitehorse la description de la chevalière. Cela permettrait d'identifier le squelette. Il s'agit, d'après elle, de son frère Thibaut de Ferrières. Démangeant ne sait quoi répondre. Ah ça c'est formidable, oui, je serais bien si c'était son frère. Enfin, je veux dire, ce serait triste. Mais intéressant, c'est fou cette histoire, un tel rebondissement. Pour être fou, on peut dire que ça l'est. Comment cette demoiselle Ferrières a-t-elle pu croire suffisamment au roman inventé par Démangeant pour y reconnaître son frère? Démangeant est aussi un peu inquiet, mais après tout, que reste-t-il? On va contacter le shérif de Whitehorse, il répondra Dieu sait combien de temps. Il n'a aucune trace de chevalière ni de squelette découvert au pied d'une falaise. Et puis tout retombera dans l'oubli, il y aura 1000 raisons plausibles pour expliquer qu'il n'aboutisse à rien. Les semaines passent et Didier continue son dur métier de correspondant exclusif. Dieu merci, il parvient toujours à fournir la copie au père Raguet, mais il faut bien l'avouer, rien n'est aussi excitant que l'aventure du squelette et des chercheurs d'or. Démangeant sommeille encore quand le téléphone sonne. C'est vous, mon petit Démangeant? Je vous appelle pour l'histoire du squelette de Yukon. Ça y est, nous avons reçu une réponse du shérif de Whitehorse et grâce au Yukon Telegraph, nous avons reçu par Bellino une photo de la chevalière. Photo de la chevalière? Et quelle chevalière? Et la chevalière trouvée sur les 2 chercheurs d'or que vous avez interviewés. Vous n'êtes pas réveillé, mon petit, la chevalière du squelette. Le shérif avait la chevalière du squelette. Ça alors? Et comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous me racontez? Comment c'est possible? Ne me dites pas que vous avez oublié votre propre article. Patron, c'est que Démangeant sent qu'il a le feu à la tête. Il ouvre déjà la bouche, tout avoué au père Raguet, pour lui dire « Mais tout ça, c'est du bidon. J'ai jamais rencontré personne et il n'y a pas de squelette, pas de chevalière, pas de filière aurifère. Il n'y a pas d'or. J'ai tout inventé pour vous fournir vos foutus 100 lignes de copies sensationnelles. » Mais l'instinct de survie professionnel fait que Démangeant ne dit rien. D'ailleurs, à quoi bon faire des aveux puisque, toute évidence, la réalité a rattrapé la fiction. C'est drôlement intéressant, patron. Et cette chevalière, vous allez la faire voir à madame... comment s'appelle-t-elle? Madame Ferrières. De Ferrières. Nous l'attendons. Elle nous en avait donné une description précise dès le début. Il n'y a pas de doute, la chevalière remise au shérif de Whitehorse est bien celle de Thibaut de Ferrières. Blason
Eh bien, tel que sa sœur nous l'avait décrit. Dès qu'elle a su que nous avions des nouvelles de Waterhouse, elle nous a dit qu'elle sautait dans le train pour venir nous voir. Je vous tiens au courant. Enfin, mon petit démangeon, je vous félicite encore pour votre interview. C'est devenu une sorte de feuilleton qui passionne les lecteurs. Nous recevons un courrier formidable. Et vous avez vu que cette histoire est passée en première page de nos derniers numéros. Madame de Ferrières, dès qu'elle a en main l'image de la chevalière, transmise par Bellino, ne peut retenir ses larmes. Mon pauvre Thibaut. Il n'y a pas de doute, c'est sa chevalière, c'est bien lui. Mais après tout, votre frère aurait pu s'en séparer, la vendre, se la faire voler. Jamais de la vie, d'ailleurs, tenez. Je porte moi aussi les armes de ma famille dans ma chevalière, vous voyez. Le blason est le même. Le shérif de Waterhouse vous a-t-il donné d'autres détails? Il nous a communiqué les noms de jeunes chercheurs d'or qui ont découvert les restes de votre frère. D'ailleurs, ils sont retournés là-bas, et ils ont repris l'exploitation du filon. Le shérif nous a indiqué qu'il possède encore une partie de l'équipement de votre malheureux frère. Si vous pouviez vous rendre sur place, vous pourriez peut-être reconnaître quelques objets personnels. Madame de Ferrières hésite un peu et déclare. Il est de mon devoir de me rendre à Whitehall. Je veux m'incliner sur la tombe de mon pauvre Thibaut, et puis j'aimerais connaître les deux jeunes gens qui m'ont permis de mettre fin à cette angoissante attente. Mademoiselle de Ferrières a aussi une petite idée derrière la tête, mais elle n'éprouve pas le besoin, pour l'instant, d'en faire part aux journalistes. Quelques mois plus tard, Didier Desmangeons, de plus en plus perplexe, reçoit un nouveau coup de fil du père Raguet qui lui annonce. Vous savez, mademoiselle Ferrières, la sœur du squelette, eh bien c'est elle qui s'est rendue au Yukon. Vous parlez d'une expédition pour une vieille fille, eh bien là-bas, elle est allée jusqu'à Whitehorse, elle a reconnu les objets personnels de son frère, et elle a rencontré vos deux chercheurs d'or. Elle a pris un avocat, et elle a signé un contrat. Les deux garçons, qui sont désormais propriétaires du filon, ont consenti à lui céder, pour les 50 ans à venir, un tiers de tout ce qu'ils sortiront du placé découvert par son frère. Didier Desmangeons, aujourd'hui encore, se demande comment il a pu inventer une histoire vraie, à moins que l'esprit défunt Thibaut de Ferrières ne lui ait tout soufflé.